Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Quels sont les conseils 100% opérationnels pour faire venir et revenir les clients sur le point de vente en public? Et il est nombreux. Et du fond du cœur, avec les organisateurs, on vous en remercie. Et également, pour vous qui suivez depuis ce matin les directs sur YouTube et sur le site de Connect Street. Pour en parler, des spécialistes, des experts, des praticiens à la tribune. Alors, on va commencer par notre invitée à distance. Bonjour Sandrine Cucurutz. Bonjour à tous. Alors, on va vous voir apparaître dans quelques instants. Vous êtes à New York depuis ce matin. On a commencé un tour du monde par le Québec, par Singapour, par Hong Kong. On était également dans nos belles provinces à Lyon et à Paris. Et maintenant, c'est avec vous. Est-ce qu'on peut vous voir, Sandrine Cucurutz, en régie? On n'aperçoit pas pour l'instant. Alors, en tout cas, on vous entend très bien. Allez, je vous laisse vous présenter en 2 secondes, Sandrine. Vous êtes une chasseuse de tendance, vous êtes très active dans le monde de la mode. Alors, je suis organisatrice d'événements et notamment d'événements de la mode aux États-Unis depuis 13 ans maintenant. Et notamment, j'ai travaillé depuis 2 ans et je continue de travailler dessus sur un gros projet qui serait la French Fashion Week. Donc, ce qui m'a permis d'aller voir toutes les tendances et de continuer à voir toutes les tendances pour voir ce qui se fait et quel tournant doit prendre le retail pour sortir un peu de la situation difficile qu'il traverse en ce moment. Merci d'être avec nous, Sandrine. Arnaud, pardon. Alors, à vos côtés, voilà, on vous aperçoit maintenant, on est ravis. Voilà, je vous ai pas demandé quel temps il fait à New York, mais il doit pas faire bien chaud. Ah, il fait beau? C'est super. Vous voyez, je suis mauvaise langue. À vos côtés, Christelle Nouvière, avec qui je crois vous travaillez tout au long de l'année. C'est en tout cas Christelle qui a fait cet énorme travail depuis ce matin, qui a réuni l'ensemble des conférenciers, préparé ces conférences. Et à ce titre, personnellement, je la remercie. C'est un vrai bonheur. Christelle Nouvière, bonjour. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui et quel focus vous avez préparé? Alors, cette dernière conférence, on va vous parler d'un mot qui est peut-être un peu barbare, qui s'appelle le retailtainment, c'est-à-dire comment, au sein d'un magasin, apporter du divertissement, comment pimenter, comment assaisonner un petit peu nos habitudes de consommation au travers d'expériences. Donc, cela peut être des expériences où on va vous faire fabriquer des choses, où on va vous faire goûter des choses, on va vous faire cuisiner, jardiner, etc. Et Sandrine, en fait, qui va démarrer, va nous parler d'un phénomène qui a énormément de succès aux États-Unis, mais aussi en France, qui sont les boutiques de seconde main. Ce ne sont pas les boutiques vintage dans le sens de vêtements de puce, mais vraiment de la seconde main avec des circuits très très court, puisque comme vous le savez, la mode a un circuit qui est extrêmement rapide aujourd'hui et il y a de l'obsolescence très rapide au niveau des vêtements qui n'ont pas forcément, selon moi, raison d'être. Et c'est une manière de pouvoir acheter à moindre coût des vêtements. Et pour un commerçant, de faire du bon business sans nécessairement toujours acheter du neuf. Absolument. Et rester dans ce cycle vertical historique. C'est ça l'idée. Exactement. Donc Sandrine va prendre un petit peu la parole là-dessus. Elle nous a aussi envoyé des photos qu'on va vous... Voilà, je lui laisse la parole. Allez, vous avez invité également Arnaud Chenin. Alors, qui est-il, Arnaud Chenin? Il va se présenter. Arnaud, prenez donc le micro et je vous laisse vous présenter. Ravi de vous accueillir, Arnaud. Merci beaucoup. Donc, moi, mon occupation principale, c'est de l'agencement d'intérieur. Mais aussi j'ai un projet particulier, c'est que je souhaite mettre à disposition des locaux pour que les gens puissent travailler par eux-mêmes, de leurs mains, donc à base de récupération de meubles par exemple, et puis de faire de la création eux-mêmes. Voilà. Très bien, on en parle dans quelques instants. Quelles tendances, quels besoins, quelles aspirations des consommateurs et quelle réponse opérationnelle. Et à vos côtés, un expert. Rien ne se fait sans le nerf de la guerre, sans un banquier, mais dont on voit évidemment qu'aujourd'hui, Pascal Sourbet, le rôle de la banque est bien plus que de prêter de l'argent. Je vous laisse nous présenter la Banque Populaire qui est historiquement le financeur, mais pas que en matière de commerce. Pascal. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, moi, pour me présenter en quelques mots, voici plusieurs années que je travaille donc au contact avec grand plaisir de TPE, de PME, de commerce de proximité. Le nerf de la guerre, effectivement, c'est bel et bien le financement, mais pas que. On va parler de marketing, on va parler de fidélisation.
d'acquisition de solutions 100% opérationnelles pour faire venir et revenir les clients. Vous êtes au bon endroit, c'est le sujet et bien de notre focus. Alors on se rend tout de suite à New York avec vous Sandrine pour parler de cette tendance, les secondes mains, parce qu'historiquement, eh bien, on était commerçant, on se posait pas beaucoup de questions quand tout allait bien, à tort ou à raison, parce que on voit aussi, on n'est pas là aujourd'hui, on n'est pas une journée du développement durable, mais on sait à quel point, en tant que citoyen maintenant, ces préoccupations viennent au cœur, eh bien, de nos préoccupations. Et le seul moyen historique pour un commerçant, c'était d'aller sourcer des produits chez un fournisseur qui donnait des produits neufs, si possible, dans un emballage plein de plastique. Et puis, eh bien, on s'arrangeait pour qu'il y ait de l'obsolescence programmée, pour que tout ceci, eh bien, se jette au plus vite pour acheter de nouveau. Et puis, eh bien, on s'en rend compte en Europe. Mais là encore, dans cette ville électrique dans laquelle vous vivez, eh bien, la tendance est exacerbée. Sandrine Cucurutz regarde sur les boutiques de seconde main à New York et les causes caritatives qu'elles défendent. C'est à vous. Alors, juste pour rappeler qu'aujourd'hui à Manhattan, donc on parle du cœur de New York, il y a à peu près 20% de magasins vides. Donc, c'est quand même énorme. Et dans certains quartiers, on atteint des taux de 40%. Donc, il y a un vrai problème du retail à New York, encore peut-être plus que dans certaines autres villes. Et donc, il fallait avoir un sursaut. Donc, je ne reviendrai pas sur les différentes façons qu'ont les retailers à New York de trouver des solutions pour ça, mais comme je vous l'ai expliqué, je travaille beaucoup sur la mode et donc je passe mon temps à me promener parce que c'est comme ça qu'on sent, qu'on eut l'air du temps et qu'on voit ce qui se passe. Et la grande tendance, c'est effectivement tous ces magasins de seconde main. Alors, vous parliez du phénomène de la friperie tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'est pas nouveau aux États-Unis, mais lui aussi, il est en train d'augmenter de façon considérablement parce qu'il y a une vraie volonté d'acheter moins cher aujourd'hui chez le consommateur, mais il y a aussi une vraie volonté d'acheter avec une prise de conscience exacerbée pour sauver la planète. Il y a vraiment ce double phénomène. Donc, on est dans un phénomène de garde-robe tournante, on n'accumule plus, et on reviendra un peu dessus après, mais c'est vrai qu'on achète moins, on achète peu, on achète de qualité, et on achète avec un vrai souci d'avoir des garde-robes plus conscience. Donc, la friperie n'est pas nouvelle. Ceux qui ont été une fois aux États-Unis ont pu voir les Goodwill, l'Armée du Salut. C'était des magasins pour les plus pauvres. Ça concernait vraiment une catégorie de personnes qui n'avaient pas les moyens et qui pouvaient acheter pour quelques dollars leur garde-robe. À New York, après, on a vu ce qu'on a appelé les secondes mains de luxe, donc dans les beaux quartiers. Cette espèce d'adresse sous le manteau qu'on se refilait pour acheter des marques hyper tendance à des prix 20, 30, 40% moins chers que dans le commerce. Et puis après, il y a eu le phénomène sur le web. Donc, il y avait le eBay il y a 20 ans, qui est une espèce de fourre-tout. Et puis, petit à petit, il a commencé à se mettre en place des sites très, très pointus sur la mode. Flop, Poshmark aujourd'hui, on achète des vêtements de marque, parfois de très grandes marques, en bon état. Et on permet donc d'avoir une garde-robe extrêmement tendance, puisque ça se renouvelle, comme vous le disiez, à peu près entre tous les 6 mois et tous les 1 an. Et puis, cette seconde main-là, étonnamment, elle est redescendue dans la rue. Alors qu'on parle qu'aujourd'hui, les magasins ferment pour aller sur le web, on est dans un phénomène inverse avec le seconde main. Aujourd'hui, le seconde main redescend dans la rue. Alors, dans la rue, on a quoi? On a les friperies, ou en tout cas les magasins à cause, parce qu'il n'y a pas que des friperies comme on les a connus, il y a aussi des magasins avec des articles tout à fait intéressants, très tendance. Ces magasins-là sont des magasins de donation, donc les gens donnent les vêtements parce qu'ils savent que l'argent récolté va aller à une cause. Ça représente aujourd'hui plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est énorme. On compte à peu près 25 000 entreprises, 25 000 magasins et entreprises sur ce segment de la friperie. Et ça concerne 130 000 employés aux États-Unis. Et puis, à côté de ça, il y a l'autre marché, celui dont Christelle parlait, qui est le marché qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le marché de le Fashion Resale Market. Donc ça, c'est effectivement tous les vêtements que vous ne voulez plus dans votre garde-robe. Vous allez toucher quelques dollars, mais surtout, vous allez vous débarrasser pour acheter autre chose. Donc, cette espèce de turnover de la garde-robe. Ça, le marché aux États-Unis, c'est 24 milliards de dollars en 2018. Il grandit 1,5 fois plus vite que la fast fashion. C'est quand même énorme parce que la fast fashion, qui a été un vrai phénomène de mode et de société pendant longtemps, est en train de se faire rattraper par le marché de la seconde main. On estime que dans 10 ans, ce marché-là
donc de fashion resale market représentera 65 millions de dollars. Donc voilà, on est dans un phénomène qui explose. Les chiffres disent que dans ces 3 dernières années, le marché du seconde main a grandi 21 fois plus que le marché des retail classiques. Donc c'est énorme, c'est un phénomène énorme ici. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser aux clients. Parce que vous êtes tous des commerçants, vous savez que votre première réponse à avoir, c'est qu'est-ce que je peux donner à un client pour le satisfaire. Donc le client, quand il cherche sa marque préférée, on va même parler des marques françaises parce qu'on en trouve beaucoup dans ces magasins de resell. Donc moi, j'aime Mage, j'aime Sandro. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder dans ces magasins de resell ce qu'on me propose, l'offre. Et puis, finalement, pourquoi est-ce que je vais payer plus cher, parfois 10 à 15 fois plus cher que ce qui est dans un magasin de distribution classique. Donc aujourd'hui, on a des magasins qui sont très attirants, qui sont très mode, avec des vêtements presque neufs, même parfois mode, qui fait qu'aujourd'hui, 72% des acheteurs de seconde main déclarent qu'ils achètent plus aujourd'hui dans ces magasins de seconde main qu'ils ne le faisaient dans les magasins classiques. Ça veut dire que le client Zara, le client H&M, etc., il est en train aujourd'hui d'inverser sa tendance et de consommer plus dans ces magasins de seconde main que dans ces magasins classiques. Donc ça, on est vraiment en train de voir un phénomène incroyable. C'est un marché, donc je disais, où on n'accumule pas. Il y a un turnover énorme des garde-robes. Et donc, c'est un peu en phase avec Marie Kondo, qui est très à la mode partout. Vous la connaissez aussi en France. On a envie de placards plus clean, de choses qu'on aime, de sa veste tendance, de son pantalon qu'on aime porter à certaines occasions. On achète moins, mais on achète mieux. Donc, c'est cette grande tendance qui est une tendance qui est liée aussi à cette volonté des consommateurs de faire attention à l'environnement. On est à New York, on est dans une ville où effectivement, de plus en plus de gens sont soucieux de tout ce qui est environnemental. On l'a vu dans les dernières manifestations à New York. Il y a des magasins véganes qui s'ouvrent à chaque rue. Et puis, il y a plein d'initiatives dans ce sens-là. Vous pouvez mettre vos vêtements à chaque coin de rue dans des récipients pour qu'ils soient transformés. Donc, c'est une grande tendance. La réalité, c'est que acheter en seconde main réduit de 82% l'empreinte carbone du vêtement. Donc, c'est un vrai geste que fait le citoyen quand il achète en seconde main. Je vais terminer avec les photos que je vous ai envoyées. Je vous ai mis 2 choses. Je vous ai mis Housing Works, qui est le seconde main avec cause, donc qui serait plus proche de la friperie, même si ce qu'il offre n'est pas de la friperie classique, mais au contraire des choses assez tendances. Alors, à la base, ça a été créé il y a 30 ans à New York pour aider les sans-abri. Et aujourd'hui, vous le voyez sur les vitrines que vous avez, leur grande cause, c'est le sida, la lutte contre le sida. Ça marche que par donation. Les gens donnent leurs vêtements. Et donc, tout ce qui est vendu va à cette cause qui est au-delà d'un magasin. Ça aussi, c'est une vraie rupture. C'est-à-dire, pendant longtemps, le rôle du vendeur, il ne prenait pas position. Un commerçant n'affirmait pas ses valeurs. Les valeurs de marque, elles étaient, je dirais, très passe-partout. C'est l'époque du mass market. On embauche, pour les moins anglo-saxons, vous avez vu, we hire real activists. On embauche des activistes. C'est-à-dire, vous partagez nos valeurs, vous partagez nos convictions. Exactement. On ne cherche pas à plaire à tous. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau, finalement, Sandrine. C'est très nouveau et moi, ça m'a étonné la première fois que j'ai vu ce genre de boutique parce qu'on demande en vérité un soutien à chacun. On demande un soutien à celui qui va acheter, donc il achète parce que c'est pas cher, mais il achète aussi pour soutenir une cause. Et on demande aux salariés, aux employés, et puis je crois qu'il y a aussi des personnes qui donnent de leur temps pour ces magasins. Donc il y a une vraie démarche de soutien global autour d'une cause. Et ces magasins-là sont en train de s'ouvrir partout. Ça a 30 ans, mais c'est en train d'exploser aujourd'hui. Voilà. Après, en seconde main, on a aussi des choses qui se font dans les beaux quartiers. Et là, c'est aussi intéressant parce qu'en dehors de la donation du particulier, il y a la donation des designers, donc qui donnent des vêtements neufs pour une cause. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant qu'on trouve par exemple à Angel Street, qui est dans l'Upper West Side, donc dans les beaux quartiers new-yorkais. Les autres photos que je vous ai mises, c'est ce qu'on appelle le consignment. Donc, c'est effectivement là, on ne donne pas ces vêtements, on les apporte pour toucher de l'argent. Il faut savoir c'est le Airbnb du vêtement, on est d'accord. Oui, mais il faut savoir qu'on touche pas grand-chose.
Voilà. Moi, j'ai acheté une robe Mage la semaine dernière qui vaut en boutique ici $450. J'ai payé $42. Et la personne qui a apporté cette robe a touché 30%. Donc, elle a touché une dizaine de dollars. Donc, voilà, cette espèce de turnover, il n'est pas franchement pour gagner de l'argent. Et c'est plus voilà, une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon de vivre. Je vous ai mis deux magasins qui sont assez importants parce que c'est des magasins nationaux. Ils ont à peu près chacun une cinquantaine de boutiques aux États-Unis. Alors, mon expérience, elle est très new-yorkaise. C'est intéressant de voir que c'est en train de pousser dans des quartiers extrêmement mode. Je vous ai mis là les magasins de Chelsea. Crossroad Trading, c'est extrêmement trendy pour l'homme, pour la femme. On trouve toutes les marques françaises. Donc, c'est un vrai délice pour nous. On trouve par contre beaucoup de petites tailles. On a vraiment cette espèce de client très, très mode qui passe son temps à changer sa garde-robe. Voilà. Et je vous ai mis le deuxième qui était Buffalo Exchange. Alors là aussi, il y a du neuf. Là aussi, il y a des apports de designers qui donnent une partie de leur collection. Il y a du vintage. On trouve toutes les marques, mais le credo, c'est-à-dire qu'on trouve du H&M, mais aussi on va trouver des marques extrêmement pointues. Mais le credo, c'est la mode, la fashion. C'est ce qui est marqué sur la boutique. C'est très important. Ce sont des magasins mode avant tout. On n'est plus du tout dans la friperie d'avant. Et puis, The Real Real que vous connaissez, qui aussi descendait dans la rue en ayant commencé sur le web, avec des sacs Hermès, des sacs Chanel. Voilà, vous êtes sûr d'avoir un sac Hermès aujourd'hui en allant dans ces magasins-là, alors que si à New York, vous voulez commander votre Birkin, il faut attendre 6 mois. Donc voilà, toute une nouvelle façon de consommer. Merci. Une question d'une commerçante invitée qui dit oui, mais finalement, c'est du dépôt-vente. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau et où est la marge pour les commerçants dans ce cas de figure? Peut-être une réaction par rapport à cette question, Sandrine, Christelle ou l'un de nos invités? Ce n'est pas que du dépôt-vente. Dans les magasins, par exemple, Crossroad Trading, vous vendez vos vêtements. Donc, le commerçant se retrouve avec un stock qui doit écouler. Franchement, il s'écoule extrêmement bien. Il est rare de voir une pièce qui passe les 48 heures. Oui, parce qu'en plus, c'est dopé, je crois que ça n'a pas été précisé, mais par des outils numériques, par du marketing communautaire, par de la mise en ligne extrêmement rapide. Si on n'est pas sur « je vais voir ce qu'il y a », c'est « ah tiens, il y a le truc qui est remonté », il y a des alertes, je recherche un truc de telle taille, etc. C'est qu'on est vraiment dans des logiques communautaires et l'expérience de visite dans le point de vente, elle est très forte, elle complète ce qui se passe en digital. Du coup, avec une rotation rapide, eh bien, on recrée de la valeur, si j'ai bien compris ce qu'évoquait Sandrine. Une réaction très rapide. On va passer à un autre exemple. Oui, je vais juste terminer par rapport à en citant un exemple qui est français aujourd'hui, par rapport à cette dame, Cézanne, que vous connaissez tous, aujourd'hui a un coin revente de vêtements vintage. Donc voilà, il y a aussi une façon pour les commerçants aujourd'hui plus classique, je pense, d'ouvrir une partie vintage avec des événements, une sélection, quelque chose d'assez pointu, avec voilà, toute une démarche du commerçant qui met son cœur dans une sélection. Voilà, je pense qu'il y a aussi ça qui est en train d'arriver dans les magasins classiques. Eh bien, Sandrine, merci beaucoup pour ce focus. Réintervenez quand vous voulez sur l'antenne de Connect Street. Alors, on continue notre tour d'horizon avec vous, Arnaud. Vous, alors, où êtes-vous vous situé? Là, on est vraiment dans un terrain de jeu vraiment régional. Votre retour d'expérience par rapport à ces tendances? Disons que moi, je me suis aperçu que effectivement, il faut redonner un petit peu de valeur à tout ça. C'est-à-dire que les gens se réapproprient un petit peu de la créativité, du fait soi-même. En fait, là, on est un petit peu plus. Là, c'est de la seconde main, mais là, dans mon idée, c'est que les gens puissent travailler par eux-mêmes, c'est-à-dire et profiter aussi de l'expérience des autres, c'est-à-dire qu'on a un échange. Ça peut se faire aussi effectivement dans le vêtement, mais ça peut se faire dans le mobilier. À la base, c'est ça, c'est le mobilier, mais ça peut se faire dans tout type d'activité. Ça permet aux gens de découvrir aussi des activités différentes. Voilà, bon, l'idée vraiment, c'est d'avoir du partage et que les gens puissent s'approprier les choses, en fait. Voilà. Ok, merci Christelle sur cet exemple. Je voulais rebondir là-dessus sur le succès des ateliers au sein des boutiques. C'est-à-dire que atelier fabrique des bijoux pour la fête des mamans, atelier
cuisine, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Et là, c'est là où ça rejoint un petit peu la conférence précédente en termes d'associatif, c'est-à-dire de mutualiser un peu les talents au sein d'un quartier entre un caviste, une boutique de senteurs et pourquoi pas un chausseur, et de travailler de créer un événement où le caviste va raconter l'histoire du vin, celui qui est dans les senteurs va faire découvrir des senteurs de cuir, de vin, que sais-je. Et c'est vraiment... Et le chausseur? Et le chausseur va raconter aussi des choses. Et c'est faire revenir les gens sur les points de vente au travers d'une activité et au travers de ce qu'on appelle le retailtainment. C'est exactement ça. C'est des ateliers créatifs. Dans le cas d'Arnaud, c'est ce qu'on appelle du upcycling, c'est-à-dire retravailler des meubles, leur donner une deuxième vie. C'est extrêmement dynamique autour des vêtements aussi, c'est-à-dire de retravailler des vêtements. Ça fait vraiment partie... Vous nous aviez préparé une petite vidéo sur la recyclerie. Alors, je sais qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout la placer. Non, mais je vais peut-être juste montrer les slides. Voilà, quelques slides aussi. Voilà, allons-y. Voilà, mais avant, effectivement, on va d'abord laisser la parole à Pascal. Et après, si on a le temps, il nous reste encore quelques minutes, on verra un petit peu. Alors, effectivement, c'est à vous sur, effectivement, d'autres solutions très opérationnelles. Et là, il y en a quelques-unes que on pensait à tout avoir exploré avec sa carte bancaire. Eh bien, pas du tout. Expliquez-nous ce qui se passe quand une carte bancaire peut ou va devenir une carte de fidélité. Juste avant d'aborder ce sujet, je voulais rebondir sur ce que disait Christelle. Je crois qu'aujourd'hui, on a tendance à bien souvent considérer que la remise va être le levier qui va permettre de réengager le client. Moi, je crois aussi réellement que la valeur, ou en tout cas la valeur affective des commerces, il y a vraiment un créneau à prendre vraiment. Ça va être à travers des ateliers, à travers le faites-le vous-même, à travers le partage d'expériences, de le vivre ensemble. Réellement, ça c'était juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Merci. Alors, un autre exemple opérationnel, on est là pour vraiment pousser des exemples opérationnels. C'est effectivement, dans cette logique, la carte bancaire des consommateurs qui devient carte de fidélité. C'est parti, avec en image, puisque vous avez préparé quelques éléments visuels. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, EasyCap, que je représente donc aujourd'hui, propose donc aux acquéreurs, aux banques, une solution innovante en marque blanche. La Banque Populaire, à qui je suis aux côtés aujourd'hui, Aquitaine donc Centre-Atlantique, notre offre est aujourd'hui de proposer aux commerçants de proximité une solution digitale innovante de fidélisation. La promesse, ce que vous venez de dire à l'instant, effectivement, c'est de transformer la carte bancaire des consommateurs en carte de fidélité. Le TPE, finalement, qui est un outil que vous utilisez donc au quotidien, va sortir de son rôle principal, qui va servir d'outil d'encaissement naturellement, mais va au-delà de ça, devenir un outil marketing extrêmement puissant. En réalité, on va s'appuyer donc sur les données bancaires, les données monétiques. C'est une technologie qui est issue donc du paiement et qui vont générer une très forte valeur ajoutée pour les commerçants. Qui ça concerne finalement? Quel type de commerce? Eh bien, on va avoir tout ce qui va être CHR, différents secteurs, café, hôtel, restaurant. On va trouver également le secteur de l'alimentaire, les boucheries, les boulangeries. On va retrouver du prêt-à-porter. On vient d'en parler à l'instant, donc sur une autre activité encore du détail, de la vente de détail. Finalement, ça va concerner l'esthétique, la coiffure. En réalité, tous les commerces que nous fréquentons au quotidien en tant qu'utilisateurs, consommateurs de services ou acheteurs, tous ces commerces de proximité peuvent profiter pleinement de la solution. Alors, le cycle d'achat, on n'aura peut-être pas le temps de le détailler énormément. On peut en dire un petit mot là. Oui, on est sûr. bon. Allez, en 20 secondes encore, comment ça marche de manière très très opérationnelle? Alors, si je peux avoir juste un retour sur l'image précédente. Effectivement, pour le commerçant, l'intérêt, c'est de pouvoir profiter de tableaux comme celui-ci, qui vont permettre de mettre en relief directement, par exemple sur l'écran de gauche, quelle est la proportion de chiffre d'affaires réalisé par des clients qu'on n'a vu qu'une seule fois dans le magasin. On s'aperçoit typiquement que dans ce cas, près de la moitié du chiffre d'affaires n'est fait par des clients qu'on n'a pas revus. D'où l'importance d'un coup d'œil de comprendre que fidéliser les clients ça c'est une règle que les e-commerçants connaissent parfaitement et que les commerçants, on va dire traditionnels, ne sont pas encore figito, maîtrisent mal. C'est qu'un client, c'est pas quelqu'un qui a acheté une fois, parce que là on peut le faire par hasard.
C'est quelqu'un qui a racheté une deuxième fois. On parle de client. Avant, ça n'est qu'un prospect ou un prospect chaud. On fait une super promo, il arrive, c'est un chasseur de prix, on ne le revoit jamais. Donc ça, c'est vraiment une notion clé que le monde du commerce doit complètement s'approprier. On est vraiment dans la conversion, dans la notion de conversion, typiquement ce que vous évoquez. Effectivement, un client qui arrive par hasard, dans ces clients bleu clair, on va avoir des gens qui sont certes des touristes ou des gens de passage, mais on a aussi des gens qui ont leurs habitudes de consommation ailleurs et qui, pour une fois, poussent la porte de votre enseigne. Ils sont nos clients pour la première fois. On va également trouver des gens qui viennent de s'installer sur votre zone de chalandise et qui vont peut-être tester un certain nombre de commerces avant de poser leur valise, entre guillemets, et d'installer leurs habitudes de consommation. Tout en sachant que si on a un taux important de touristes, il faut quand même un moment se poser la question de la vente à distance ou de solutions online, parce que s'ils ont une expérience sympa, c'est aussi des éléments que ça vous aider à structurer très concrètement. L'objectif de ces tableaux de bord, c'est vraiment de mettre en relief, effectivement, l'ensemble des axes d'amélioration ou de développement potentiel pour le business, à savoir notamment le e-commerce, la vente additionnelle, le digital. Ok, Pascal, un grand merci. Une solution opérationnelle transformée, et bien tout simplement les cartes de vos commerçants en puissants outils de fidélisation. Autre piste, Christelle, alors on parle de Repair Café, on parle de tendance effectivement, alors c'est un petit peu la tendance que vous illustrez, hein. J'ai un restaurant, eh bien oui, ça marche sur l'heure du déjeuner, mais l'après-midi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien certains restos ne se posent pas la question, j'ai des makers dans ma ville, des gens qui aiment bien travailler, etc. J'ai des gens qui l'après-midi sont disponibles, qui finissent plutôt le boulot, des mamans qui ont envie de s'essayer à telle pratique, pas seulement que... il y a toujours le cliché de la maman qui brode et le papa qui a la scie, c'est l'inverse. On voit bien que ces clichés sont en pleine explosion. Maintenant, on voit des ateliers de béton avec des mamans, etc. Donc, toutes ces tendances, vous les adaptez, vous les suivez pour les plus grands acteurs. On a une vidéo, par exemple, de la recyclerie. Quelques exemples autour de tout ça, Christelle, pour nous aider à y voir plus clair. J'avais envie, à la fin de ce forum, de vous donner, de vous présenter ce cas qui a ouvert il y a 4 ans et demi dans une gare désaffectée où ils ont vraiment mis ensemble pas mal des meilleures pratiques dont on a pu parler depuis ce matin. Donc c'est du circuit court, ils ont fait un potager, ils ont leurs animaux, donc le restaurant est en circuit court avec beaucoup de recyclage. Ce sont des ateliers divers et variés. Ouais, c'est ça que je voulais que tu montres. On va le montrer. Ce sont des ateliers divers et variés. Fabrique tes t-shirts, transforme ton skateboard, répare pas mal de choses autour de la réparation et de upgrader, comment dire, un produit. Voilà. Et je voulais aussi vous parler de... Ah oui, voilà. Alors ça, c'est un exemple autour de la nourriture. Donc c'est quelque chose, elle a énormément de succès. Elle a monté ça maintenant il y a 3-4 ans. Ils ont commencé à sourcer des meilleurs produits dans toutes les régions de France. Ils ont commencé par ouvrir un restaurant avec une épicerie. Et puis, fort de leur succès, ils en sont à plusieurs points de vente à Paris, autour de... Donc c'est pareil, là, après il y a des photos, hein, de devenir un peu une épicerie fine, où ils ont vraiment sourcé les meilleurs produits et ils sont allés très loin, même dans le marketing, puisqu'ils ont marketé eux-mêmes des produits au nom de la maison Plisson, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, de manière à ce que ils ont déjà, normalement, c'est des étapes beaucoup plus longues quand on est une marque, de faire des produits dérivés. Eux, ils ont tout de suite développé aussi des produits dérivés. Voilà, ça, c'est la recyclerie de la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Donc, où on retrouve des conférences, des ateliers sur la saisonnalité, sur la manière d'utiliser les fruits et les légumes de saison, où on retrouve aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, des ateliers de makers. Et c'est un endroit qui correspond, en fait, qui est assez représentatif des nouvelles habitudes de consommation chez les plus jeunes, mais pas que, parce qu'il y a énormément d'engagement, toutes tranches d'âge confondues, sur la nouvelle manière de consommer, beaucoup plus éthique. Je crois qu'ils sont quasiment en zero waste, c'est-à-dire que tout est réutilisé, etc. Et je trouvais que c'était une manière un petit peu
qui pouvait regrouper un certain nombre des sujets qu'on avait pu évoquer aujourd'hui autour de ce forum. Très bien. Eh ben, on arrive pratiquement à la fin de notre journée. Alors, pas pour vous, puisque je sais que beaucoup d'entre vous allez participer au trophée du commerce, et vous allez découvrir vraiment des acteurs du commerce très, très talentueux à l'issue de cette journée qui, pour nous, se termine. Sandrine, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Oui, je voulais juste, parce que c'est intéressant le phénomène dont parle Christelle, parce qu'on a le phénomène inverse ici à New York. On a les boutiques qui ouvrent des cafés pour faire venir les gens. Donc, on a le phénomène complètement inverse où on se trouve parfois dans des magasins qui étaient des magasins de retail et on arrive dans un café avant d'aller dans la boutique. C'est ça. Alors, est-ce que c'est pas vraiment le phénomène ? En gros, c'est finalement la prise de conscience par les commerçants qu'ils ont une surface de vente. Donc, je suis un café. Et si, quand c'est pas les heures naturelles de café, je vendais autre chose, et je vends autre chose, et quand les gens sont en train de déjeuner, si j'en proposais pas un Alors ça, c'est un phénomène qui va devenir énorme dans les années à venir. C'est-à-dire que tous les nouvelles marques qui arrivent, qui ont les moyens d'ouvrir des points de vente, ces dernières années, ils ouvrent un café. Là, il y a une Instagrammeuse qui est assez connue, qui s'appelle Jeanne Damas, qui a une marque qui s'appelle Rouge. Elle a ouvert il y a 1 mois, il y a un restaurant. Alors en Asie, c'est archi courant parce que quasiment toutes les boutiques ont des restaurants, des cafés. Et là, alors il y avait Merci à Paris qui avait tout de suite été sur ce segment. Mais alors là, ça devient un véritable... je pense que dans les années à venir, c'est d'abord pour optimiser la surface de vente, pour encore une fois travailler sur l'expérience, le partage, etc. Et offrir en fait... toujours par opposition à l'achat e-commerce qui est un peu froid, on est chez soi, on est tout seul, là, on s'y rend parce qu'on va vivre quelque chose au-delà d'acheter une paire de chaussures, un rouge à lèvres ou un parfum. C'est vraiment en train de devenir quelque chose très important. Tout le monde est unanime sur ces tendances. On n'a pas assez parlé, ce sera un des éléments du poids d'Instagram qui, dans le commerce, prend de plus en plus de place. Un mot là-dessus, sur ce réseau social sorti de presque nulle part et qui maintenant génère des communautés, notamment dans la mode. Alors oui, c'est-à-dire que ici en France, il y a les grandes Instagrammeuses comme Caroline Receveur ou Laurie Tillman et tout ça qui ont déjà surfé sur la vague et qui ont monté leur marque et qui n'ont pas de point de vente physique à ce jour. Les garçons ne connaissent pas. Hein. Les filles connaissent. Il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux et des points de vente physiques qui vont s'ouvrir. Le poids d'Instagram chez les jeunes, les très jeunes, on n'a pas parlé non plus tout à l'heure de 5 minutes craft ou toutes ces chaînes YouTube de faites-le vous-même, du do-it-yourself, qui sont mais colossales pour retravailler les choses, fabriquer, la débrouillardise. Les enfants sont complètement là-dedans, les enfants, les ados. Et on n'a pas parlé non plus du phénomène de Vinted, qui aujourd'hui, au niveau des 14-20 ans, est absolument colossal. Donc c'est une plateforme que vous avez sur votre téléphone. C'est une application qui vous permet de revendre. Alors c'est pas cher, et c'est des habitudes de consommation chez les adolescents qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. C'est aussi une des habitudes de consommation pour les vêtements pour enfants, parce que comme vous savez, les vêtements pour enfants ne sont pas portés longtemps. Donc c'est une nouvelle façon de faire des dépôts-ventes. Donc ça passe directement en plateforme. Et alors ça, c'est pareil, on a des chiffres de croissance qui sont énormes sur ce type de plateforme. Bon, vous connaissez tous Le Bon Coin. Voilà, Vinted, c'est Le Bon Coin pour les habits. Et Le Bon Coin, n'oublions pas que c'est une boîte française et que c'est un succès considérable aussi sur ce format-là. Rappelons-le, on en a quelques-uns qui nous font, je dirais, honneur et il en faudrait plus. Merci Christelle. Sandrine, votre mot de conclusion pour terminer nos échanges. Non, pour reprendre ce que disait Christelle, aujourd'hui on est dans l'expérience. Sans expérience, le retail va mourir, donc il faut constamment se réinventer. Christelle voulait juste que je cite un exemple qui est assez intéressant, qui est Bache, donc une marque française, Bache à New York, donc dans le quartier très branché de Nolita, a mis un concept assez intéressant qui peut faire réfléchir certains. Ça veut dire que le vendredi, je crois, de 15h à 17h, vous pouvez venir emprunter un vêtement. Donc, il y a une sélection d'une 50aine de pièces qui sont empruntables pour le week-end. Et donc, l'idée, c'est de faire des photos sur Instagram, de poster la marque
Et dès que vous postez la marque, vous avez le droit à un autre vêtement, parce que je crois que c'est un par mois, un vêtement gratuit. Donc, vous pouvez avoir accès à un vêtement Bache, être très belle le week-end. Eux, ça leur fait de la pub, c'est une super com. Et puis pour le consommateur, c'est des habitudes de consommer chez Bache, finalement. Parce qu'en plus, s'il veut le vêtement, il l'a à 60 ou 70% de moins. Donc, voilà. Donc, c'est un très bel exemple. On vous parlait de 100% opérationnel. Voilà encore en conclusion un super exemple. Sandrine, un grand merci pour ce retour d'expérience. Et puis on est toujours ravis que la communauté du village francophone que l'on retrouve tout au long de l'année, on se retrouvera à la NRF au grand salon du retail en janvier avec vous. Et on a hâte de vous retrouver. Merci beaucoup Sandrine Cucurut. Merci, à très bientôt. Au revoir. Allez, on peut applaudir d'ailleurs Sandrine qui a pris du temps pour nous donner un petit peu ses tendances et qui, je l'espère, nous en donnera dans les semaines à venir. Allez, c'est le tour de table de la fin. C'est à vous. C'est parti, Pascal. Alors, en conclusion, moi, effectivement, j'entends parler qu'on ait une orientation plutôt éco-responsable, qu'on soit plutôt sur de l'esthétique ou une approche un peu différente. On reste sur du sensoriel. On reste sur du ressenti, sur de l'expérience client. Pour moi, le 100% opérationnel pour faire venir et revenir le client, c'est avant tout l'expérience que le client va avoir et va vivre avec vous. On va le stimuler à travers des ateliers, à travers une expérience de recyclage éventuellement, à travers une situation où on va lui proposer d'intervenir ou de revenir grâce à des promotions. Mais en tout cas, c'est de toute façon le savoir-faire du commerçant qui, in fine, sera la vraie motivation pour que le consommateur revienne chez vous. Adoptez les bons outils et tout ira bien. Eh bien, c'est une belle conclusion, mesdames et messieurs. Pascal Surbet, eh bien, effectivement, pour EasyCap et pour le groupe Banque Populaire. Merci beaucoup. Votre conclusion? Oh bah si, un petit mot de conclusion quand même, Arnaud. Ne serait-ce que pour rappeler l'adresse, comment on vous contacte, comment on fait, comment on vient vous voir, comment on se rapproche de votre projet? J'ai un stand en binôme avec Sandrine Marquet qui fait de l'agencement de magasins. Et le reste de l'année, Arnaud? Qui fabrique le mobilier et moi je fais le concept. Et par rapport à mon activité que je souhaiterais développer concernant les box, recycler au maximum, faire de l'éco... L'upcycling, le downcycling, moi voilà, je m'y perds un petit peu, c'est de l'économie circulaire, voilà, progresse là-dessus. Hein, et voilà, et de la créativité, que les gens puissent s'exprimer, voilà, au maximum. Merci pour votre beau projet. Revenez quand vous voulez à la tribune de Connect Street. La conclusion des conclusions, Christelle qui a préparé l'ensemble des contenus, qui a mobilisé des acteurs dans le monde entier et qui est infatigable et d'une source permanente de tendances. Christelle, votre conclusion des conclusions pour cette journée? J'espère juste qu'on a réussi à vous donner des exemples concrets et bien sûr la Chambre de commerce et d'industrie de Pau aura à votre disposition la restitution de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de documents, on est conscient que c'est assez touffu, il y a beaucoup de choses, c'était des gros sujets et ils seront en mesure de vous communiquer ces documents. Voilà. Voilà, merci Christelle Nouvière, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission, merci pour vos applaudissements. Pour ma part, je remercie effectivement Christelle, je remercie la Chambre de commerce, l'Aglo, l'ensemble des partenaires. Je remercie Silver et Hugo à la technique qui, effectivement, avec une équipe réduite, arrive quand même à nous mettre en contact avec le monde, nous lancer des vidéos, c'est pas évident. Merci à vous d'avoir assisté jusqu'au bout de ces émissions. À très bientôt, peut-être pour une deuxième édition du Connect Street. Au revoir et merci. Oui.